Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique. C'est le deuxième numéro de cette nouvelle saison 2017-2018. Nous sommes en direct. Bienvenue à nos invités. On commence par vous, Deha Khadridi. Vous êtes la rédactrice en chef du Huffington Post Algérie. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Akram Khalif. Bonsoir. Je suis personne. C'est vrai que tu pourrais dire qu'il est éditeur de Secret Défense. Il est très connu et tout le monde sait ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. Secret Défense, Mena Défense, bien sûr, absolument. Tariq Hafid aussi. Bonjour. Pas Mena Défense. Lauréat du prix Ali Bey Boudouha. Absolument, Oui, et il n'a toujours pas pris son chèque, il est toujours ici accroché dans le studio. J'ai pris le vrai. Très bien. Merci. Alors, Tariq, on reste avec vous. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Tu as présenté... Oui, d'accord. j'ai présenté Hassan. Ok. Ce qui m'a marqué cette semaine, c'est deux interventions à l'APN. Celle d'une députée RCD et d'un député Narda Alliance, donc Slimane Chennine, et Madame Nouali du RCD. Ça fait plaisir quand même d'entendre des gens qui font de la politique et on est sorti enfin du spécifique et du populisme de n'importe quoi qui ne veut absolument rien dire. Quand même, il y a quelques individualités qui sont intéressantes dans cette assemblée. Voilà. Hassan Khadi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? L'incapacité du gouvernement et de l'État algérien à fixer la date du Awel Muharram. Jusqu'à la quasi-dernière minute, c'est une régression terrible. Le ministère des Affaires religieuses avait fait un communiqué pour dire que la seule autorité habilitée à faire un communiqué, c'était la commission des croissants lunaires. Akram, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Bon, sur la même lancée que Tariq, il y a eu une députée qui a demandé à ce que Hadda Hazem soit censuré officiellement. Mais pour moi, c'est pas ça l'image de la semaine. Je voulais juste... Oui, notre Hadda Hazem. Elle a demandé au Premier ministre d'intervenir pour que Hadda Hazem arrête d'écrire ce qu'elle écrit actuellement. Mais la vraie image de la semaine pour moi, c'est la démission de Cheikh Ferkous des instances qu'il dirige en Algérie et le clash, la scission à l'intérieur du mouvement Moutrali en Algérie. Deha Khadridi, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Moi, ce qui m'a marqué, c'est le président Trump s'adressant aux Nations Unies et cette image de ce... Comment? Allez-y. L'image de ce monstre, de ce buteur en chef, idole du Ku Klux Klan, en train de menacer des pays dans le reste du monde, de les écraser. On vous a quand même entendu malgré ce problème de micro. Merci pour cette image de la semaine. Donc vous êtes avec nous, vous êtes tous avec nous parce qu'on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, même si on en parle rarement. Ça fait 20 ans, exactement 20 ans, qu'ont eu lieu ces terribles massacres de l'été 97 en Algérie, notamment le massacre de Bentalha, mais aussi de Raïs, notamment celui de Bentalha. Il avait choqué parce que c'était aux portes d'Alger, c'était dans la nuit du 22 au 23 septembre 1997, des centaines de morts exactement. Beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit sur ça, mais on a l'impression que ces dernières années, il y a une espèce de blackout médiatique sur ce qui s'est passé. On n'en parle presque plus. Et pourquoi ça porte l'intérêt? Parce que ça fait 20 ans, mais que c'était aussi le même Premier ministre en 97, c'était Ahmed Ouyahia. On va commencer par vous, Hassan Khadi. Que s'est-il passé ce jour-là? Pourquoi est-ce que ça avait autant choqué dans cette nuit du 22 au 23 septembre 97? Ça a autant choqué parce que, comme tu viens de le dire, Khaled, il y a eu des centaines de morts, probablement plus de 500 morts. Ça a choqué parce que c'est les portes d'Alger. Bentalha, c'est collé à Baraki, Baraki, c'est Alger.
Ça a choqué ensuite parce que ça a duré une nuit entière et que tout le monde sait qu'il y avait des unités de l'ANP qui étaient à côté, qui pouvaient secourir la population. Et une partie de la population n'a pas fui parce qu'elle pensait qu'elle allait être protégée. Donc ça fait 3 éléments qui ont fait que dans l'opinion, c'est Bent El-Ha qui marque le plus cette litanie morbide des massacres de l'été 97 qui vont se poursuivre, on va en parler jusqu'à la fin de l'année. Enfin, Bent El-Ha nous a marqué parce que Bent El-Ha est un point de basculement. Le soir du massacre de Bent El-Ha, l'AIS a été obligé de lâcher son communiqué sur la trêve et donc l'AIS a quitté la guerre civile le soir de Bent El-Ha. Et nous en parlerons plus tard avec ces trêves conclues notamment avec le général Smaïn Ammari qui était à l'époque numéro 2 du DRS. Ça vous a marqué aussi, Akram Khalif, le massacre de Bent El-Ha il y a 20 ans? Je n'étais pas dans la profession à l'époque, mais ça m'a effectivement beaucoup marqué. Un peu pour les mêmes raisons, il y avait cette incompréhension par rapport à la non-intervention de l'unité, parce qu'on n'avait qu'une seule qui était à côté. Après j'ai eu des explications plus ou moins convaincantes par rapport à ça, mais ça reste un événement marquant. Et en plus, c'était venu après une montée de la tension et de la communication, enfin de la propagande terroriste en Algérie, et ça a été un véritable tournant. Tarek Hafed, ça a marqué le début de l'horreur. Après les voitures piégées, on est passé à un autre stade dans l'horreur, c'était les massacres à cette époque. Oui, toute une série de massacres qui se sont... La série s'est poursuivie jusqu'au début des années 2000, mais moi je voudrais revenir sur ce que tu disais. C'est cette forme d'amnésie, mais il ne faut pas oublier aussi que la réconciliation nationale est passée par là. Moi, je n'ai jamais entendu parler de terroristes de Bent El-Ha qui ont été traduits devant des tribunaux pour des faits de terrorisme ou de massacre. Sincèrement, j'en ai jamais entendu parler. Et c'est dommage, c'est-à-dire que 20 ans, c'est rien. 20 ans, c'est rien. Les gens ont oublié. L'État a fait justement que les gens oublient et c'est dramatique. Bien sûr, on s'est rendu compte après le vote de la loi que personne n'avait tué en fait. Parce qu'elle devait punir ceux qui ont tué, ceux qui ont les mains tachées de sang, comme disait à l'époque le président Bouteflika avec les mains tachées de sang. Daïr Khadridi, vous étiez à cette époque celle qu'on envoyait toujours après les massacres. Bent El-Ha, 22-23 septembre 97, ça fait 20 ans, vous n'avez pas oublié. Est-ce que le souvenir est encore douloureux aujourd'hui? Oui, en fait, c'est pour moi, Bent El-Ha, c'était pas le début, pas du tout. J'ai des archives ici, c'est des articles que j'ai écrits en 96, sur le matin, en 95. Oui, j'ai écrit pour la Tribune d'abord, ensuite pour le matin, et j'ai été à chaque fois licenciée. Ensuite pour la Nouvelle République, ensuite pour Libre Algérie, ensuite pour le Quotidien d'Oran, et ensuite j'ai fini freelance. Et donc, sur le plan humain, Bent El-Ha, c'était subitement reproduire de manière géante ce que j'ai vu se faire avant, ce qui a commencé, je pense, si ma mémoire est bonne, juste avant l'élection de Zerouel en 95. Et je voulais dire à Tarek, l'amnésie dont tu parles et tu dis l'État n'a pas traduit la justice, on n'a pas traduit en justice ceux qui ont commis les massacres. Le problème, c'est que justement, si on doit traduire en justice ces gens-là, il faut traduire en justice tout le monde. Ils n'étaient pas les seuls à avoir commis des crimes pendant cette guerre. Donc, moi, à l'époque, je me souviens, l'émotion était très forte, la colère était terrible. Et je me rappelle avoir voté contre la concorde civile, contre la réconciliation, parce que j'estimais que c'était quelque chose qui allait empêcher le débat, empêcher la justice, empêcher la vérité. Mais les souvenirs aujourd'hui sont beaucoup trop douloureux encore. Et la question, elle se pose encore aujourd'hui. Est-ce que si... Et je veux qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Est-ce que si on fait des procès de tout le monde, est-ce que ça, c'est la solution? Ou alors, est-ce qu'aujourd'hui, à 20 ans plus tard, on peut commencer à parler de tout ça de manière plus... avec la distance
et un peu le calme, un peu de sérénité sur tout ça, sans avoir à faire de l'idéologie, à nous jeter parce qu'on a été tous... Moi, je suis journaliste, j'étais reporter, j'étais jeune femme, et les massacres, je n'ai fait que ça pendant jusqu'à 2001. Et des massacres, il y en a eu, commis par les groupes islamistes armés, et les crimes de l'armée, il y en a eu, ils étaient abominables. Donc c'est ça le problème aujourd'hui. Alors, Hassan, je vais poser la même question que j'ai posée à Tarek. Comment est-ce qu'on a pu basculer dans cette horreur à l'époque, en 97, parce que c'était la première fois qu'il y avait des massacres de cette ampleur qui touchaient également les civils, parce qu'on avait parlé des fatwas tout à l'heure, qui touchaient plus ou moins des responsables militaires, corps constitués. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse basculer dans cette horreur à cette époque, à l'été 97 En fait, on n'en a pas parlé, hein, Khaled. On en a parlé au briefing, mais si je peux me permettre. En fait, c'est allé crescendo. Hein. Il y a eu une série de fatwas qui avaient été émises par le GIA, par leur... pseudo-commissaire politique, parce qu'il s'agissait de commissaires politiques et idéologiques, qui avait commencé en 93, qui d'abord permettait de tuer les appelés du service national, ensuite qui permettait de tuer les familles à partir de 95, qui permettait de tuer les familles des corps constitués, y compris les pompiers, y compris les douaniers, etc., etc. Et puis, en 96, il y a eu la fameuse fatwa du GIA qui s'appelait « Ta'mim ridda ala kafet sha'b al-Jazairi » et donc qui condamnait l'Algérie et qui jugeait les Algériens, le peuple algérien, comme étant murtad, donc apostat. C'est la punition de l'apostasie dans leur idéologie, c'est la mort. Et d'ailleurs, c'est cette fatwa-là qui a fait que, le djihad international de l'époque, dans le porte-parole, c'était le... Comment est-ce ça? J'ai oublié leur nom. Le gars le manchot, là, Abu Hamza. Et décidé de sortir, enfin proclamer que les GIA étaient des kharijites qui n'étaient plus considérés dans leur groupe, etc. Et tout. Moi, je voudrais dire quelque chose, c'est-à-dire, on a beaucoup été accusés, nous, les journalistes algériens qui avons travaillé pendant cette période, par tout le monde. On s'est accusés entre nous, ça a été terrible ce qui s'est passé. Mais moi, je pense que la chose que je retiens jusqu'à aujourd'hui, et en fait, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est quand que ce soit, on se dit, il y a toujours des gens qui nous disent qui a fait, est-ce que c'est l'armée, est-ce que c'est les islamistes. Mais moi, ce dont je me souviens le plus, c'est vraiment, c'est la difficulté de parler avec les victimes le lendemain ou quelques heures après le massacre, parce que la souffrance, la violence, mais parce que la culpabilité, il y a énormément de culpabilité. On est tous... Et ça, c'est ça qui est difficile à dépasser. La culpabilité, je pense c'est tout le monde. Moi, je me souviens, j'ai essayé de lire des articles pour me souvenir de tout ça. Je me souviens combien c'est difficile de parler parce que les hommes s'enfuyaient, que les femmes voulaient garder les enfants pour les protéger, et que souvent, en général, les gens sur les listes des morts, nous, on n'avait pas le temps de les écrire. Enfin, il y a des journalistes qui essayaient et tout, mais c'était difficile, il y en avait tellement. Mais quand on prenait le temps de lire, c'était souvent, majoritairement, des femmes et des enfants. Parce que, et moi je ne dis pas ça pour dire les hommes sont des lâches, mais c'est pas ça. C'est ça qui est difficile à dire, et j'aimerais qu'on puisse en parler avec sérénité, avec amour. D'ailleurs, il est clair aujourd'hui, en prenant un peu de distance, il est clair que nous, et que le peuple algérien en entier, souffre du syndrome du choc post-traumatique. C'est clair. Nous, tout le peuple algérien qui a vécu cette période est dans un état qui relève de la psychiatrie.
Et on aurait dû trouver une solution psychiatrique à ça, à un moment où 2000 psychiatres algériens ont quitté le pays. Et on le voit aujourd'hui, on a environ entre 80 et 200 000 anciens membres des services de sécurité qui ont énormément de mal aujourd'hui à vivre. Parce qu'ils ont vécu une guerre et parce qu'on a décidé non pas de tourner une page, mais de la déchirer. C'est valable aussi pour les journalistes. Non, je parle du peuple, tous les Algériens. Oui, mais qui ont vécu cette période, c'est valable pour la protection civile, c'est-à-dire les gens qui étaient directement impliqués dans... Le déni, cette amnésie est un symptôme du syndrome post-traumatique. Donc tout le monde est victime. Et la question sur l'ampleur et sur le fait que Ben Talha, ça a choqué parce que c'était aux portes de la capitale. Comment est-ce que ça a pu être possible de faire cela ? Il se trouve qu'en 97, j'étais déjà freelance et donc j'ai travaillé notamment pour la presse internationale sur Ben Talha. J'ai été plusieurs fois juste après le massacre. Évidemment, on partage le sentiment qu'a exprimé avec beaucoup d'émotion Day Khadridi maintenant. On sent la culpabilité, on se sent un peu liés tous par ce terrible destin. Et ce qui s'est exprimé, c'est la trahison. La population s'est sentie trahie. À Boudoumi, dans le quartier de Boudoumi, les deux quartiers qui sont au bord de Oued el-Harrach, par où sont arrivés les assaillants, se sont sentis trahis parce qu'ils se pensaient protégés. Ils se pensaient protégés par cette unité de l'ANP qui n'était pas loin, par le barrage fixe qui était à l'entrée de Ben Talha. Et pendant la nuit, il y a des unités sur pneumatiques qui se sont rapprochées, des blindés sur pneumatiques qui se sont rapprochés du quartier pour voir ce qui s'est passé. L'ordre d'intervention pour sauver la population de Ben Talha, de cette partie de Ben Talha, n'est jamais arrivé. Toute la nuit, on a attendu un ordre pour qu'on vienne en attaque. Ça se passait de nuit. Cet ordre n'est jamais arrivé. On a interpellé par la suite les services de sécurité. Le général Nzar a donné une explication un peu vaseuse comme d'habitude, comme celle d'octobre 88 où il disait c'était des appelés, ils ne savaient pas manipuler les clashs, ils ont tiré sur le sol au lieu de tirer en l'air, et donc c'est pour ça qu'il y a eu 159 morts officiellement. Et il y a eu des explications. La réalité est que l'ordre d'intervenir n'est pas arrivé. Il y a des responsables. Moi, je considère que le premier responsable, c'est quand même le commandant en chef de la première région militaire, le général Saïd Bey, par ailleurs patriote sincère, par ailleurs officier de l'armée tout à fait propre et tout à fait honnête, dont on sait très bien c'est pas un khalat comme le sont certains de ses collègues, mais il a failli, il n'a pas protégé la population de Ben Talha. Il avait la possibilité de le faire toute la nuit. Plus haut que lui, le général, il est décédé aujourd'hui, c'est difficile d'en parler, mais le chef d'état-major, M. général Mohamed Lammari, a une responsabilité dans ce qui est arrivé. Il fallait prendre une décision. Ils avaient toute la nuit pour le faire. Et il y a dans les parties les plus proches de la sortie de Ben Talha, donc dans les bordures notamment du quartier de Boudoumi, dans mon travail de terrain de journaliste, je sais qu'il y a des familles qui ont choisi, en regardant par la terrasse, de rester chez eux parce qu'ils voyaient que l'armée n'était pas loin et que probablement ils allaient intervenir pour les sauver. Donc ils préféraient ne pas prendre le risque de courir 2 pâtés de maison pour sortir et préféraient rester chez elles pour attendre les secours qui ne sont jamais arrivés. Il y a eu des morts et on a effectivement des témoignages de pères de famille qui étaient obligés de sauter des murs très hauts et de laisser derrière eux leurs femmes et leurs enfants. Donc voilà, la grande sensation, la grande douleur, c'est très vrai pour Ben Talha. C'est pour ça que Ben Talha est très sensible de ce point de vue-là. C'est peut-être un peu moins vrai à Sidi Youssef un peu plus tard dans le mois de septembre, mais la population a été abandonnée à son sort. Pourquoi ils sont intervenus à Sidi Youssef ? Il y a eu 96 Il y a eu en retard. Ils sont revenus. La gendarmerie est arrivée en retard. La gendarmerie est arrivée en retard. Si je peux me permettre... 96 morts à Beni Messous. Beni Messous, oui. Talak. Je vais essayer quand même de donner la version de l'armée, parce qu'elle existe. Elle existe. Hein. Je ne parle pas de la version vaseuse du général Nzar. Je parle de témoignages que j'ai recueillis parmi quelques acteurs, des officiers subalternes qui ont participé à l'opération de secours. Donc, oui, il y a une garnison à Ben Talha. Elle est visible, elle existe toujours. Cette garnison dépend de la défense aérienne du territoire. Donc, ils ont des effectifs pour protéger la caserne qui ne sont pas du tout affectés à la lutte antiterroriste, ni formés, ni affectés. Et le barrage à l'entrée de la ville fait partie de cette caserne. Effectivement, ils n'ont reçu aucun ordre, parce qu'ils ne dépendent pas du COLAS, parce que c'est le COLAS qui gérait la lutte antiterroriste
dans la première région à Alger. Bon, selon des témoignages, l'information sur le début du massacre est arrivée très tôt, au niveau du Colas. Le Colas a mobilisé tout le monde, donc les garnisons qui étaient responsables de la lutte antiterroriste, et les équipes à Alger, donc du GIS, du Colas, des forces antiterroristes. Donc, première étape, il a fallu déterminer précisément où se passait le massacre. Et là, l'information n'était pas parvenue de manière claire. Donc, les derniers terroristes ont quitté à 5h du matin. Exactement. Les premiers éléments de l'armée sont arrivés à 4h du matin. 4h du matin. À minuit, des colonnes sont parties d'Alger et se dirigeaient vers Ben Talha. Donc, selon ces témoignages, ces colonnes-là ont subi des embuscades sur le chemin et des tirs. À chaque fois. Non, mais chef al-Qubba, parce que la colonne principale était partie par Sidi Moussa. Par Sidi Moussa, ils ont subi des tirs, ils ont été arrêtés à plusieurs reprises. Il y a eu... Le tort de l'armée, non seulement ils ont laissé une population mourir, mais en plus, le fait qu'ils aient été présents aux abords et qu'ils n'aient pas intervenu, on est d'accord qu'ils étaient présents aux abords, ils n'avaient pas les moyens d'intervenir, c'est la version de l'ANP. Ils ont ouvert la porte au Kituki. Le Kituki, il n'a jamais autant été repris qu'à partir de Ben Talha, parce qu'à Ben Talha, quand tu vois la topographie des luttes, quand tu vois ce qui s'est passé, la population ne peut pas penser que c'est des terroristes. Ils disent c'est Abom les Kanouetlo. Donc cette erreur, cette rupture de la chaîne de commandement, c'est le fait que les renforts ne soient pas arrivés. Je vais écouter tout. Ça a amené la population, et après cet épisode, il y a eu une paranoïa. Vous vous en souvenez? Absolument. Une paranoïa globale à Alger. Tous les gens surveillaient devant chez eux. Absolument. Tout le monde parlait des camions, des hommes qui arrivaient. Ils arrivent en chantant. Et c'était terrifiant. C'est terrible. Les gens étaient paralysés par la terreur en se disant c'est des extraterrestres, c'est l'État. Moi, je voudrais dire quelque chose. C'est qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans maintenant. C'est-à-dire qu'on peut en parler de manière différente. Les explications de l'armée technique, etc., c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut que notre armée nous dise. Qu'elle nous dise, aujourd'hui, j'ai failli. J'ai pas pu protéger, et on va l'écouter. On est des Algériens, on sait que ça a été terrible pour tout le monde, cette période. Ça a été terrible pour tout le monde. Pour les appelés, pour les militaires, pour les policiers, pour les gens, pour nous tous. Mais que... Après 20 ans, on entend encore les trucs techniques. Mais non, dites-nous, parlez-nous, dites-nous. On a failli. Il y a 20 ans, on n'a pas pu être là. Demande... les Algériens sont formidables. Que l'on dépasse ce moment-là, que l'on commence à penser à l'avenir, à ne pas ressasser comme ça, à porter ces traumatismes. On se demande de cette déjà manière. s'il y aura une commémoration officielle, au moins des mots qui seront prononcés. Ils ne peuvent pas commémorer officiellement. Akram continue, après je donne la parole à Tarek. Donc ce que je disais, c'est que la colonne de l'armée a été arrêtée à plusieurs reprises. Ils ont dû attendre des blindés, que des blindés arrivent, etc. Et donc, ce témoin me disait que les premières unités qui étaient arrivées à 4 heures... Si on avait attaqué la caserne dont tu parles, est-ce que les renforts seraient arrivés plus vite? Probablement pas. Mais parce qu'ils étaient paranoïaques, ils suspectaient les gens, ils avaient peur de la population, l'armée, ils avaient peur, ils suspectaient tout le monde. Surtout dès qu'on sort des grands centres urbains, etc. Et c'est aussi normal, je veux dire, ils se font attaquer, ils se font tuer de manière incroyable, indicible. C'est-à-dire, quand même, les terroristes, ils ont existé quand même. Ils ont fait des choses abominables que les journaux que l'on sait nous ont montré à longueur de une pendant 10 ans. C'est pas des inventions des journaux éradicateurs, ça s'est passé, ces choses-là. Donc, non. On a eu droit à la photo de la Akram n'a pas encore terminé. Akram, vas-y. C'est là où les choses vont être intéressantes. Bien sûr. Akram, la colonne ne va jamais arriver si tu continues. Non, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Et donc, le truc le plus intéressant, c'est que le premier échange radio
des troupes qui étaient arrivées en premier sur les lieux, c'était Ya Jama'a, on voit des gens courir, on ne sait pas sur qui tirer. Oui, oui. 4 heures du matin. Oui. Et ils ont dû attendre l'ordre d'Alger pour savoir sur qui tirer ou quoi faire. Est-ce qu'il y a eu des terroristes qui ont été abattus après le massacre? Non. Un seul. Un seul. Tarek? Ce que dit Delfa est vrai et intéressant. Quand on veut parler de vérité, la vérité, on l'obtient à travers la justice. Oui. La question de la réconciliation, justement, c'est qu'elle efface tout acte de justice. Et donc, toute espérance d'avoir la vérité. Et toute espérance d'avoir des faits réels. Et ensuite, que les gens qui étaient au commandement à l'époque disent, nous présentons nos excuses. Mais quoi que ce soit, mais tout se fait sur la base de la vérité. La réconciliation a tout balayé. Et le problème, il est là. Maintenant, on n'a même pas le droit de parler de ça. Mais est-ce que vous savez qu'on n'a même pas le droit si on dit... On n'a pas le droit de parler de tout ça. On est en train de discuter on en parle tout le temps. Je te dis, si on applique la loi, on n'a pas le droit de parler de ce sujet. Il y a des choses avec cette question. C'est dramatique. Moi, je pense que... moi, ce que je vois... Je vois le pays aujourd'hui, après 20 ans, et je suis très, très positif. C'est pas du tout un pays qui m'a... Et je pense que peut-être il a fallu faire ce passage douloureux, terrible de la réconciliation, parce que sur le moment, c'était pas possible d'avoir de dire ces choses-là et de nommer les responsabilités de cette manière. Et nous ne sommes pas les seuls. À mon avis, tout le monde, je pense que toutes les sociétés qui sont passées par ce qu'on est passé font ce genre de choses, passent par des réconciliations, passent par des amnisties, passent par pour que l'on puisse... mais ce serait le moment maintenant de revenir sur les faits. Absolument. Ce serait le moment aujourd'hui, et tout le monde, je pense, serait prêt à avoir une vraie discussion de ce qui nous est arrivé, de ce qu'on a fait et de ce qu'on n'a surtout pas fait. Et voilà. Est-ce que vous pensez que les autorités aujourd'hui sont disposées à en parler sur cela? Non. En plus, on a une chance incroyable dans notre malheur, c'est que la loi d'amnistie a permis à des milliers de terroristes de se rendre et de s'intégrer dans la société. Et donc, de pouvoir témoigner de manière apaisée et sereine maintenant. Ça s'est fait, alors j'ouvre une parenthèse, ça s'est quand même fait sur une des péripéties malheureuses et dramatiques de là, c'est l'affaire des moines de Tibhirin, où pour des besoins de propagande, je suis désolé de dire comme ça, mais enfin, il y a un intérêt à ce documentaire, produit diffusé sur France 3, et avec en coproduction notre ami Mounir Boudjima, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Le documentaire disculpe l'ANP dans la mort des moines de Tibhirin en faisant parler les kidnappeurs, ceux qui ont fait le kidnapping. On est à peu près sûr que c'est eux, et qui disent que lorsque l'ANP dans son opération de ratissage du côté de Tel Acha s'est rapproché du lieu où étaient détenus les moines, on a été obligé de leur couper la tête et de l'emmener, parce qu'on s'est dit, quand ils vont trouver les cadavres, ils vont nous lâcher, ils vont lever le dispositif, et ça a marché. Et ils l'ont dit face caméra. Et Hassan Hattab, qui a fondé le GSPC, qui était pendant très longtemps l'ennemi public numéro 1 en Algérie et dans une grande partie du monde, témoigne dans ce documentaire face caméra, en liberté, pour dire j'étais pas d'accord avec ce qu'a fait Zitouni, et j'étais contre l'enlèvement des moines. Donc, la vérité, géométrie variable, quand elle est utile pour établir une partie des faits, parce que moi je pense qu'effectivement c'est le GIA qui l'a fait, que c'est Zitouni, et que c'est lui et que les Français ont eu complètement tort d'insister sur ce dossier-là en pensant incriminer les hélicoptères de l'ANP qui auraient tué par erreur les moines, etc. C'était une fausse piste. Donc ça a été traité dans un documentaire, on a fait parler les gens du GIA qui ont fait l'enlèvement, qui sont aujourd'hui en liberté, et ils nous ont raconté tout. Et on pourrait le faire pour d'autres dossiers qui sont, eux, par contre, beaucoup plus délicats. Alors, une des conséquences de ce massacre, c'est évidemment la trêve de l'AIS qui était intervenue juste après. Comment est-ce que l'AIS a réagi? Est-ce que cette trêve, c'était une manière pour l'armée islamique du salut de condamner cet acte qui avait été commis par le GIA à l'époque? De s'en laver les mains? Surtout. De s'en laver les mains, d'accord, mais c'est quand même un groupe terroriste. Une organisation terroriste. Qui a quand même commis des actes terribles.
en termes d'assassinat, de viol, de massacre aussi, peut-être pas d'une telle ampleur, mais les faits sont là aussi. Gigi l'a vécu un calvaire pendant 3 ans. Même juste à côté, l'Arba'a, c'était... Alors, je vous relate juste comment nous, on a vécu ça en septembre 1997. Ben Talha, il y avait déjà eu Raïs Maqbel, il y avait déjà eu des massacres Barwaguia, etc. dans la Metidja, à différents endroits. On se rappelle que des grands, mais il y en a eu plein de petits. Daï Khadridi a bien fait de les rappeler de plus petits, le mot n'est pas convenable. Quand l'AIS a lâché son communiqué, on s'est dit ils ont laissé les gens mourir exprès pour faire la pression. Il y avait une impasse dans la négociation. À chaud, c'est comme ça que moi j'ai interprété les faits. Ça coince entre. On ne savait pas que c'était le général Smaïl qui négociait avec Madani Mzarag, mais on savait qu'il y avait une négociation. On s'est dit ça coinçait, ils les ont mis devant leurs responsabilités, ils ont laissé les massacres se faire, ils ont laissé la population mourir pour que l'AIS finisse par rendre les armes et dise moi je ne veux plus participer à ce conflit-là. Ça a quand même, dans la forme, beaucoup fonctionné comme ça et c'était difficile de ne pas l'interpréter comme ça. Et pour que aussi la population les rejette définitivement de manière... c'est-à-dire, il y avait le problème aussi, c'était la population était suspecte. Il y avait politiquement... Ce sont les gens qui ont voté. Il y avait politiquement un intérêt pour le pouvoir. Zaroual, président de la République. Moi, je veux rappeler que Zaroual était président de la République parce qu'il y a des gens qui ont sens Zaroual, je trouve, un peu trop. Et je veux rappeler que Ahmed Ouyahia était chef de gouvernement parce qu'on a tendance aussi à l'oublier à ce moment-là. Il y avait un intérêt politique évident à ce moment-là à laisser pourrir la population. Il se trouve que sur le terrain, les éléments techniques ont fait que ça s'est fait comme ça. L'Olympiade n'est pas arrivée à temps, etc. Et ça a continué. C'est une complicité de massacre, là. C'est une non-assistance à la population en danger. Alors, parce que je ne fais pas partie des gens qui disent que c'est le DRS qui a fait ça. Pour moi, ce n'est pas le DRS qui a fait ça. Mais les services de sécurité ont laissé les populations mourir là où il était possible d'intervenir à temps. Ce n'était pas toujours possible partout. On peut parler dossier par dossier, mais à Bent Talha, c'était possible de sauver la population. Mais de là à dire qu'il y a une complicité. À Bent Talha, c'était possible de sauver la population. Mais de là à dire qu'il y a une complicité du président de la République et du Premier ministre. Non, c'est sa responsabilité politique. C'est à lui de faire le ménage chez lui. Il est premier responsable de l'ANP, c'est à lui de faire le ménage chez lui. Peut-être qu'un jour, il nous dira, j'espère, qu'il a démissionné, qu'il a renoncé à continuer son mandat, parce qu'il s'est rendu compte de toutes ces manipulations. Peut-être. Il est toujours en vie. Il peut nous le dire un jour. Ça fera partie du débat que j'espère, le débat auquel appelle Daï Khadridi, plus serein, 20 ans après, etc., pour nous dire, attendez, le général Zaroual a démissionné parce qu'il ne voulait pas de cette concorde-là. Il ne voulait pas de l'accord avec l'AIS. Il n'était pas d'accord. C'est une des raisons. Peut-être qu'il y a des motivations qui sont liées au massacre, à la manipulation, on dit que le général etc. a négocié dans son dos et qu'il ne voulait pas, même s'il avait proposé la loi de la Rahma à l'époque des Mizrouel. Comment est-ce que la presse a réagi à ce moment-là à ce massacre? Et est-ce que c'était à la période où la presse nationale n'avait pas le droit d'aborder les questions sécuritaires? Surtout pour ce qui est de... non, ça c'est un mythe. Ouais. Ça c'est un mythe. La presse a toujours... Ça c'est un mythe qui vient de France et de tous ceux qui n'étaient pas là. Et bon, les étrangers n'avaient pas de visa, mais nous, on était là. Et la presse couvrait les événements terribles qui se passaient de manière... unilatérale majoritairement, c'est-à-dire tout ce qui est commis par les groupes islamiques, armés, les terroristes, etc., est couvert, amplement couvert, etc. Toutes les exactions commises par les services de sécurité et l'armée, on n'en parle pas. C'était comme ça que ça se passait. Mais, alors pour répondre à ta question, c'est-à-dire comment ça s'est... l'impact sur la presse, c'est que très vite, la suspicion... est devenu a fait boule de neige et très vite les questions ont commencé à se poser. Est-ce que c'est l'armée qui a tué Bent Talha? Et des gens ont commencé, des hommes politiques ont commencé à demander une commission d'enquête internationale en Algérie, et donc les journalistes algériens qui étaient dans la presse algérienne ont fait corps pour défendre l'armée, pour dire les kitukistes. Donc c'était la guerre entre les journalistes eux-mêmes, ceux qui voulaient
couvrir d'une manière plus, comment dire, en posant les questions pourquoi l'armée n'était pas là ou qu'est-ce qui s'est passé réellement, et ceux qui voulaient absolument fermer cette question, donc ne pas poser la question de qui a tué, ne pas poser la question de pourquoi l'armée n'est pas intervenue, n'a pas défendu les populations, et c'était la guerre entre les éradicateurs et les réconciliateurs, la célèbre guerre qui n'en finit pas d'ailleurs. On peut ajouter que quelque chose, il s'est passé un scénario... Quand il y a eu 9/11, quand les Américains ont subi donc les avions sur les tours, Bush a envahi l'Afghanistan, mais ce n'était pas suffisant. Il a décidé d'envahir aussi l'Irak parce qu'il considérait que c'était la bonne réplique à l'échelle de ce qui était arrivé aux États-Unis. L'ANP, chez nous, devait réagir après Bent al-Ha parce que c'était un séisme moral et a décidé donc de ratatiner le village de Oulad al-Allal. Donc, là aussi, c'est un tournant. C'est le 29 septembre, le début de l'opération. Oui. On s'en souvient maintenant grâce au film de Jamal Kerkar qui s'appelle Atlal et qui a été filmé 20 ans après ce qui est devenu Oulad al-Allal. C'est un documentaire magnifique, j'ai beaucoup aimé, je l'ai vu à Abjaya. Et où il y avait beaucoup de journalistes embedded algériens. Oui, alors c'est un moment où aussi, de ce point de vue-là, j'ai cité un peu les basculements de Bent al-Ha, où il y a une reconquête du territoire sur la Mitidja. C'est un moment important parce qu'on nous a expliqué, je finis par croire que c'est vrai, que Oulad al-Allal était le point de départ des assaillants et que Oulad al-Allal qui avait été abandonné en 96 par la population de Taou, c'est des Moussa, c'est sur les bords de Ouad al-Harrach. Hein. Donc techniquement, c'est très probablement par là qu'ils sont venus. On s'est mis à reconquérir le terrain qui avait été abandonné et donc on a ratatiné toutes les maisons qui étaient abandonnées par leurs occupants et qui étaient supposées être occupées par les terroristes pendant la période d'absence. Une dernière question, vous avez dit tout à l'heure que à l'époque c'était très difficile pour les journalistes d'aller après le massacre pour enquêter, pour essayer d'avoir des témoignages. Moi j'ai rencontré des journalistes étrangers il y a quelques semaines qui ne peuvent toujours pas recueillir des témoignages à Bent al-Ha 20 ans après le massacre. Pour quelles raisons? Ils ne sont pas autorisés à aller sur place, ils ne sont pas encore autorisés à parler avec des habitants du village. Est-ce qu'il y a toujours un problème aujourd'hui concernant Bent al-Ha? La difficulté dont j'ai parlé, moi, c'était une difficulté surtout humaine. Je n'ai pas parlé de la difficulté d'aller recueillir l'information. J'ai toujours, à chaque fois que mon rédacteur en chef m'envoyait, j'allais. Et ce que je trouvais... Alors, je vais expliquer les choses un peu plus clairement. Dans les rédactions, il y avait les journalistes qui couvraient le sécuritaire. Et en général, dans la grande majorité des cas, ce sont des journalistes qui ont aussi leur contact auprès des services de sécurité, qui les appellent, qui leur donnent des informations. Mais aussi, ce sont des journalistes qui se déplacent, qui vont... Et il y en a d'autres qui n'ont pas le contact des services de sécurité et qui vont quand même, et des photographes qui vont... et qui parlent aux gens et qui rapportent. Et il y a plein, je ne sais pas pourquoi on dit, il y a des articles, il y a des flots d'articles. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un tabou Bent al-Ha 20 ans après? Je ne pense pas qu'il y ait de tabou. S'il y a des étrangers qui... Il y a le livre de Nasrallah Ayous qui a tué, et ça c'était sorti en 2001. Oui. En 2001, et c'est un témoignage factuel, très précis. Absolument, et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y a... il faut dire quand même, ce qui est extraordinaire, pour terminer quand même sur peut-être une belle note, c'est que Bent al-Ha a repris vie, c'est aujourd'hui un beau village. Bent al-Ha s'est construit une équipe de football qui a failli monter en première division dans les 5-6 années. La population se déplaçait avec le club. Depuis l'actionnaire qui l'avait créé s'est retiré, Dahmani de Label, c'est très dommage. Mais la vie a repris à Bent al-Ha. Et donc aujourd'hui, on peut essayer d'aller parler avec les gens, mais peut-être que les survivants du massacre, eux, ont migré. Merci à vous d'avoir donc parlé de ce 20e anniversaire triste du massacre de Bent al-Ha. Nous aurons certainement l'occasion d'en reparler prochainement. On se retrouve pour le CPP dans un tout petit moment. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.
Monsieur l'ambassadeur Akram, on va reprendre la deuxième partie du Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec une première partie très on peut dire passionnante, intéressante. La deuxième partie le sera beaucoup moins puisqu'on va parler du plan d'action du gouvernement qui a été présenté devant les députés par le Premier ministre Ahmadou Yahya et son gouvernement. Et le Premier ministre va répondre demain donc aux interrogations des différents députés. Juste après, les groupes parlementaires vont encore réagir à la réponse du Premier ministre. La première question que j'ai envie de poser, c'est comment vous avez... Est-ce que Ahmadou Yahya a changé déjà en redevenant Premier ministre pour la 4e fois, et est-ce que son discours aussi a changé, puisque avant il était un peu alarmiste, et là apparemment il veut nous rassurer, le Premier ministre. Qui veut commencer? Bon, il a intérêt, je vais être très bref, il a intérêt à essayer de nous rassurer, parce qu'il a sous sa coupe un ministre de l'Intérieur qui est censé gérer l'ordre public et la rue. Donc, qui l'affectionne beaucoup d'ailleurs. Oui, qu'il faut... Oui, je crois que ce qui a un peu faussé un peu toute la stratégie Taou Yahya, c'est l'article ce soir d'Algérie où il dit voilà, nous n'avons plus... Alarmiste. Oui, alarmiste. Ouais. Alarmiste. Donc, je ne sais pas comment s'est déroulé, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a eu une fuite mais l'info est vraie. Oui, non, mais bien sûr, mais je n'en doute pas. J'ai travaillé au soir d'Algérie. Économiquement vrai, ou est-ce qu'il a vraiment dit, Akram? Économiquement vrai, ou est-ce qu'il a... aucune Mais est-ce idée. qu'il a vraiment dit? C'est pour ça que je pose la question. Le papier a été fait par Kamel Amarni, qui est un journaliste sérieux, donc il n'y a pas de quoi douter. Je pense qu'après, il y a eu obligation d'essayer de rattraper un peu ce qui a été dit, parce que ça a été repris par tous les médias, même à l'étranger, et ça a vraiment marqué les gens, ça a marqué les fonctionnaires. Là, on touche la poche des gens. Absolument. Donc c'est quand même très dangereux. Après, il a essayé de justifier devant les députés, il a essayé de justifier, non, moi, ma responsabilité, c'est justement d'assurer les salaires des fonctionnaires, donc d'assurer. Et c'est là où ça part un peu dans tous les sens. Et il a essayé de rassurer. Je ne pense pas qu'il ait pu rassurer, puisqu'en face, il y a quand même des députés qui ont soulevé des problématiques importantes. Bien sûr, tangibles. Il y a des experts, dont un est passé dans ce studio, qui ont démontré que ce qu'il dit, c'est absolument n'importe quoi, et c'est très dangereux. Donc, est-ce que Ouyahia de 97, c'est pas Ouyahia des années 2000, et Ouyahia des années 2000, c'est même pas celui d'aujourd'hui. Il n'y a plus l'argent. Des années 2003, 2014. Là, sincèrement, il joue un jeu qui est très très dangereux. Mais il connaît déjà cette situation où il n'avait pas d'argent lorsqu'il était Premier ministre pour la première fois en 95. Donc c'était un peu différent par rapport aux deux fois. On était dans une crise déjà. Ouais. Il gérait déjà une crise. Il était un des acteurs de la gestion de la crise sécuritaire. Mais là, les Algériens sont quand même passés par une phase où ils ont goûté un peu à 1181 milliards de dollars. Un peu, oui. 1181 un peu. Les gens quand même, certains ont eu des logements, des voitures, ont pu faire des affaires. C'est-à-dire, on leur a dit que ça va mieux, que ça va aller beaucoup mieux. Et puis là, maintenant, il n'y a plus rien. Yassine, Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal avec Ahmadou Yahya et avec mon statut de journaliste qui doit quand même garder une forme de distance dans le traitement de l'actualité, le traitement des acteurs de l'actualité. Ahmadou Yahya, je dois avouer que c'est peut-être l'une des personnalités, des très rares personnalités que je pourrais peut-être pas interviewer. Parce que j'ai interviewé Abbassi Madani, j'ai parlé avec Ali Belhadj, j'ai parlé avec Abdelkader Hachani, j'ai parlé avec du côté de l'armée avec des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas très réjouissantes. Pourquoi? Mais j'ai l'impression qu'Ahmadou Yahya est capable d'un déni génétique par rapport à toutes ses responsabilités, par rapport à tout ce qu'il a pu faire. Là, on a parlé d'un épisode d'il y a 20 ans, mais il arrive à faire oublier qu'il était aux responsabilités à ce moment-là. Et pour revenir à la partie qui nous intéresse, celle de la gestion économique, voilà, Ahmadou Yahya a vendu l'idée, depuis qu'il a été mis en bouteille par les Bouteflika en 2012, et remplacé par Abdelmalek Sellal, il a réussi à faire vendre à son entourage l'idée que il s'était repenti de sa politique
Il a dit qu'il avait fait des erreurs, etc. C'est l'homme du contre-ajustement. C'est l'homme qui a gonflé les dépenses publiques comme personne ne l'avait fait avant lui. Après avoir été l'homme de l'ajustement. Application de l'ajustement de manière extrêmement zélée entre 1996 et 1998. Donc il s'est vendu à son entourage comme étant quelqu'un qui avait changé, qui allait qui allait faire de la réforme, qui trouvait pas du tout sérieux que le gouvernement Sellal ne communique pas avec le langage de la vérité sur la crise. Il l'a dit à plusieurs fois en tant que responsable du RND, etc. Et quand il arrive aux affaires, il redevient Ahmedou Yahya, les doigts sur les coutures, qui verse dans les lignes de lignes rouges du président de la République, qui va essayer de racinérer les Algériens, de renvoyer les responsabilités de la crise sur les autres, sur le marché extérieur, pas sur la politique du gouvernement. Et donc, il va nous refaire la même chose. Moi, personnellement, je n'avais aucun doute à ce sujet, je n'avais aucune illusion. Mais que cela se reproduise exactement de la même manière, sans qu'il ne rende de compte sur ce qu'il a déjà fait, etc. Je termine sur cette évaluation. L'expert dont tu parlais, qui est passé à l'invité du direct sur Radio M, M. Farhat Ait Ali, va chiffrer les préjudices de la LFC de 2009. Mais il s'engage et il dit que le seul dispositif du CREDOC appliqué à toutes les importations a coûté en surcoût l'équivalent d'un déficit d'une année de l'Algérie. Ahmedou Yahya. Est-ce qu'il a, malgré tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il a des chances de succès, Ahmedou Yahya, pendant les 2 petites années qui restent avant le grand rendez-vous électoral de 2019 ? Il a une imprimerie. Oui, si on en parlait de cette imprimerie, est-ce que c'est une bonne décision ? Akram... La sienne non, je veux dire, il va imprimer. Oui, non, parce qu'entre-temps, c'est aussi pas le même homme, parce que moi, je prends au sérieux les révélations de Abdou Semmar au sujet de son patrimoine. Ah, j'ai pas lu. Voilà. Pourquoi vous les prenez au sérieux ? Parce qu'il n'a jamais fait de démenti, c'est sorti du CNRC. Il a démenti, c'est sorti du CNRC, ce sont des documents du CNRC. Il n'a pas dit pourquoi ça appartient à son fils et sa femme. Donc, y compris de ce point de vue-là, Ahmedou Yahya est rentré dans le rang. Tarek ? Je crois qu'il faut quand même revenir à l'année 2012. La plus grande faute d'Ahmedou Yahya en 2012, c'est cette conférence de presse au mois de juin où il a dit que le pouvoir est miné par les hommes d'affaires, que tout est pourri en politique parce que les hommes d'affaires sont là, etc., etc. Et en fait, il a subi exactement ce qu'a subi quelques années plus tard Tebboune. Là, il revient. Pourquoi il revient ? Je pense que parce que c'est... Le personnel politique, il n'y a plus beaucoup de personnel politique, c'est-à-dire capable de faire face à des situations pareilles et d'accepter de telles responsabilités. Il est là. Il revient, mais c'est sûr qu'il ne va pas revenir avec cet état d'esprit de 2012. Il est là, je pense, pour gérer une situation avec les moyens du bord. Sa marge de manœuvre, elle n'est pas très très importante, Ahmedou Yahya. Quels sont les objectifs du pouvoir ? C'est ça la vraie question. Est-ce que l'objectif actuel, c'est d'arriver sans casse à 2019 ou est-ce qu'il y a un objectif de réforme et de sortie de crise ? Ces questions, on se les pose et c'est légitime. J'ai écouté sa présentation à l'Assemblée nationale. Le seul moment où il est précis sur une réforme qui peut faire mal et qui peut mettre en danger la popularité de l'homme politique qui la mettra en œuvre, il le dit comme ça, c'est quand il parle de la retraite. Ah, la retraite, oui. Il dit que ce n'est pas possible de rester comme ça. Donc il faut s'attendre à un allongement de 2 ans de 2 ou 3 ans de l'âge de départ à la retraite. J'espère pas d'une augmentation des cotisations et d'une baisse des prestations. Mais de ce côté-là, il dit dans les 2-3 années qui viennent, il faudra faire cette réforme-là. Il faut comprendre que ce n'est pas lui qui la fera. Donc ce n'est même pas une réforme immédiate. Est-ce que ce plan d'action est celui de la rigueur, selon vous ? Est-ce que c'est le plan d'action de la rigueur ou est-ce que c'est un plan d'action beaucoup plus souple que celui qu'on a annoncé ? Je voudrais où est la loi de finances ? Parce que maintenant, cette rigueur, on va la ressentir quand ? On va le ressentir dans la loi de finances 2018. Alors là, il y a actuellement un très gros problème. On a déjà été confronté à cette situation en 2013, lorsque le président est tombé malade. Il faut savoir que la loi organique de 84 qui régit les lois de finances, donc la LOLF, donc la loi organique qui régit toutes les lois de finances, impose au gouvernement de déposer l'avant-projet de loi de finances devant l'Assemblée
avant le 30 septembre. Il ne reste plus que quelques jours. En 2013, le Conseil des ministres s'était tenu, je crois, 2 jours avant. Donc il y a eu ce dépôt avant le 30 septembre. 2015, 2016, la loi de finances, l'avant-projet de loi de finances a été déposé au mois d'octobre. C'est-à-dire qu'on est passé dans une phase où même la loi n'a pas été respectée. Là, il ne reste plus que quelques jours. On est le 20, c'est ça ? Donc, le Conseil des ministres... On est le 21. Le Conseil des ministres doit se tenir avant le 30 septembre et l'avant-projet de loi de finances doit être déposé devant l'Assemblée avant. Alors, l'article est très technique. Il faut revenir à cette loi organique et lire l'article 67. Donc, les restrictions sont très très dangereuses pour l'avenir du pays. Un mot sur rigueur ou pas. Ahmed Ouhiya, c'est Alexandre Kateb qui le signale, membre de la task force précédente, a abandonné le cadrage budgétaire triennal qui avait été proposé par le gouvernement Sellal, suggéré par la task force. Il laisse entendre avec ce plan de financement non conventionnel de 5 ans que pendant 5 ans, le gouvernement sera obligé de faire tourner la planche à billets pour faire face à ces déficits. Donc il laisse entendre qu'on ne pourra plus maîtriser le déficit dans un espace temporel de 3 ans, mais plutôt de 5 ans. Donc c'est plus sérieux. Docteur, c'est plus grave. Ça, après, comment il fait la première année pour faire face au déficit? Ce qu'il a présenté dans son plan d'action, ça ne laisse pas supposer qu'il prend le chemin d'un resserrement, plus grand en tous les cas. Les importations descendent à 40 milliards de dollars. Tout le monde se pose la question si c'est possible de descendre en dessous. Ça va être difficile. De 47 milliards en 2016 à 40 milliards supposés d'ici à la fin de l'année en 2017. Après, il maintient les subventions, le système de subvention. Il dit qu'on va l'aider, on va étudier comment le réorienter vers de la subvention ciblée, mais ce ne sera pas pour 2018. En gros, l'aide au logement est maintenue. C'est surtout, on se rend compte, le budget de l'équipement qui va encore prendre un coup, c'est-à-dire les investissements publics qui vont baisser. Et au moment où l'Algérie vit une crise économique grave, eh bien la Norvège, pays pétrolier également, dépasse 1000 milliards de dollars dans son fonds de souverain. Et ça lui permet d'absorber évidemment la crise pétrolière qui touche tous ces pays. Tu peux rappeler le nom du pays ? La Norvège. On ne se sent pas concerné. Merci à vous tous d'être venus à ce 2e CPP de la saison. Merci à Daïr Khadridi. Merci à Tarek Hafid, Ihsan Ghadi, Akram Khalif. Merci à vous et à mercredi prochain. Au revoir. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.